Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire en présence de Philippe Barré sur le thème Pourquoi et comment revoir vos process et outils de production. Alors aujourd'hui, je vais passer la parole à Philippe dans quelques instants, donc on va être vos hôtes pendant les 30 prochaines minutes. Juste avant de démarrer, un tout petit point technique. Pendant la session, vous allez pouvoir poser vos questions. Et donc du coup, au lieu d'attendre à la fin un échange de questions-réponses, posez-les en live. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir ouvrir le petit onglet questions et réponses. Posez-les en live. Et comme ça, Philippe pourra y répondre en direct et ainsi vous aurez toutes les réponses à vos interrogations. Alors, on va y aller. Eh bien, écoute Philippe, je pense qu'on va commencer par se présenter auprès de notre audience. Donc, bonjour à tous et Philippe, je te laisse t'introduire. Bonjour, je suis ravi d'être là. Donc, je suis Philippe Barré, je suis expert comptable et donc j'ai la particularité de travailler beaucoup avec le monde de l'expertise comptable. J'accompagne pas mal de cabinets dans leur transformation multiple en ce moment. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'automatisation, de digitalisation et comment on fait en pratique pour y arriver. Parfait. Et donc pour ma part, moi je suis Aurore, je travaille à Dext France, je suis en tant que directrice marketing. Alors on ne parlera pas du tout de Dext aujourd'hui. Dext, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution qui automatise la pré-comptabilité, notamment sur le module des achats. L'objet de notre webinaire aujourd'hui, c'est vraiment que Philippe vous partage ses conseils, ses méthodes pour entamer ou renforcer la digitalisation. Donc ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite concrètement dans le sujet, Philippe, si tu es d'accord. Eh bien, c'est parti. Donc, tout le monde a bien compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur le chat et Aurore relaiera tout ça au fur et à mesure. Alors, on y va. Donc, oui, peut-être vous présenter, avant d'attaquer ce premier webinaire, peut-être vous présenter la démarche que nous avons engagée. Donc, Dext et Biredi se sont associés pour vous apporter différents outils, 4 kits, qui sortiront à peu près à un mois d'intervalle à chaque fois, avec une petite pause pour l'été. Et donc, en fait, l'objectif, c'était vraiment de vous apporter des petits webinaires et des petits outils pratiques pour vous aider à réussir la transition digitale de votre cabinet. Donc, il n'y a pas de grande théorie, ça va être des petites choses très courtes, donc le webinaire dure une demi-heure, et à la suite de quoi vous aurez un diagnostic pour vous tester, savoir là où vous êtes bon et là où vous avez encore des efforts à faire, et vous aurez une petite fiche qui vous donnera des bonnes pratiques pour chacun des thèmes de ces kits. Le premier thème d'aujourd'hui, c'est donc pourquoi et comment revoir les process et les outils de production. La prochaine fois, nous parlerons de l'embarquement des collaborateurs dans le projet de digitalisation. 3e épisode de notre saga collaborateurs, comment réagir face à la digitalisation. Autrement dit, vous êtes collaborateur, concrètement, comment vous devez voir les choses et comment vous devez vous comporter, comment vous devez évoluer, comment voilà, ça se passe. Et enfin, une fois que tout le monde sera d'accord au sein du cabinet, on s'intéressera et on s'adressera aux clients, on essaiera de les embarquer dans notre projet de digitalisation pour leur plus grand bien et pour le nôtre, c'est-à-dire que normalement on devrait tous travailler beaucoup plus efficacement ensemble s'ils montent dans le voyage avec nous de la digitalisation, c'est leur intérêt autant que le nôtre. Voilà. Alors, pour commencer, tac, je vais laisser la parole peut-être à... Non? Comment ça se passe? C'est toi qui passes le petit film? Ouais. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment revoir les outils des process. Ensuite, je vous expliquerai comment concrètement intégrer ces outils au sein du cabinet, dans l'organisation du cabinet. Et enfin, comment adapter les process de production, c'est-à-dire qu'au-delà des outils, on s'aperçoit assez rapidement que ça ne suffit pas, et donc on va parler process. Voilà. Exactement. Donc, comme le disait Philippe, histoire de commencer doucement à intégrer le sujet, on a diffusé, donc on a créé un film justement pour vous mettre en situation peut-être une problématique que vous avez dans votre cabinet. Donc, vous avez peut-être déjà vu le film, mais on va le repasser juste pour bien contextualiser tous les propos après que Philippe va tenir sur les process et les outils de production. C'est parti. Voilà, ça dure 2 minutes, on se retrouve juste après. Exactement.
comment ça en 2025? Tu plaisantes? La facture électronique sera obligatoire le 1er janvier au plus tard. Donc, mise en place en 2024 et 2024. Exactement, c'est demain. Ah mais comment ça, demain? Ben oui, pas avant demain. Je peux pas boucler son bilan s'il manque des pièces. Et j'arrête pas de le relancer, mais c'est comme si j'existais pas. Je sens que ça va finir comme l'année dernière. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Aussi intéressante que la météo d'il y a 6 mois. Oui, les robots comptables aussi, les néobanques avec leurs services. Mais bon, c'est peut-être l'occasion rêvée de revoir nos process de production et d'adopter de nouveaux outils. Pour gagner du temps, bien sûr, et pour pouvoir proposer de nouvelles missions à ces clients qui en veulent toujours plus. Oui, pour survivre, comme tu dis, mais surtout pour faire vraiment notre métier et être utile. Non, pas du conseil blabla, les accompagner au plus près de leurs besoins, avec enfin des données en temps réel. Mais comment ça je perds mon temps? C'est quand même l'objectif de notre métier, que la comptabilité soit nickel. Sinon à quoi on sert? Non mais enfin, Guillaume, tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce qui va arriver s'il manque un ticket de parking à 30 balles? Il l'a perdu, passe à autre chose. Mais ce qui va se passer, c'est un beau contrôle fiscal. Bah oui, bien sûr, un contrôle fiscal pour 30 €. La loi, c'est la loi. Il faut toutes les pièces. Et en plus, le client compte sur nous. Non, justement, le client, il attend autre chose de nous. Hein, il veut pas que tu l'enquiquines pour les factures qu'il a perdues. Alors, il attend quoi, le client, d'après toi? Des chiffres récents pour gérer sa boîte, pour comprendre ce qui va et ce qui va pas. Voilà, c'est ça, des outils pour automatiser la compta, pour gagner du temps. Ah bah c'est sûr que chez nous, ce serait facile 20, voire 30% du temps qu'on pourrait récupérer si on changeait nos méthodes aussi. Tout à fait. Il faut convaincre les collaborateurs et les clients. Ouais, faut vraiment qu'on s'y mette. Je me suis permise d'arrêter vu qu'après ça fait la promotion du premier webinaire sur lequel nous sommes actuellement. Donc voilà, une petite mise en bouche. Et Philippe, je te laisse prendre la suite justement pour rentrer un peu plus concrètement dans les sujets et notamment tout ce qu'on vient de voir. Exactement. Donc le Mathieu, l'expert comptable du cabinet Berthonnet que vous venez de découvrir et que vous découvrirez dans la suite de la saga, finit son échange avec un confrère par « faut vraiment qu'on s'y mette ». Donc en fait, pourquoi il faut vraiment qu'on s'y mette? Ça, c'est le vrai sujet. C'est vrai que vous savez, la transition digitale, je dis souvent que c'est un peu comme le réchauffement climatique. Ça fait des années qu'on en parle, mais tout le monde se dit « ouais, on a le temps, on a le temps, on a le temps ». Sauf que là, on n'a plus le temps puisque le texte est sorti et on sait tous maintenant que très concrètement, il va falloir qu'on change rapidement. Alors en fait, voilà, c'est ce petit schéma, cette petite image que j'aime beaucoup. C'est donc, comme vous le voyez, deux personnes qui essayent de bouger une charrette, mais ils ont un petit souci, c'est que la roue, elle est carrée. Et donc, a priori, pas besoin de beaucoup réfléchir pour se dire que c'est pas super efficace et super pratique, et voilà. Et puis, il y a un petit camarade à côté qui a des roues qui sont rondes, et a priori, comme ça pourrait leur filer un coup de main, ça pourrait les aider, et ça pourrait leur permettre de moins souffrir pour arriver à un résultat meilleur. Eh bien, ça résume assez bien pour moi la transition numérique des cabinets, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des outils qui existent, qui permettent de simplifier la vie, qui permettent de faire un travail tout aussi bien, sauf que on y passe moins de temps, on souffre moins, c'est plus rapide, c'est plus efficace, et donc il est temps de s'y mettre. Sauf que, face à tous ces nouveaux outils, on est souvent confronté, moi j'accompagne pas mal de cabinets, donc je le vois souvent les collaborateurs sont réticents parce que c'est pas clair dans leur tête, et puis comme les deux personnes qui tirent la charrette là, ils savent pas trop de quoi il s'agit, ils ont pas envie, parce qu'effectivement ils sont un peu submergés par le quotidien, ils ont pas du tout envie de perdre leur temps entre guillemets à regarder tous ces outils, et ils pensent bien faire, comme ils disent, nous on bosse, donc ils n'ont pas du tout envie d'aller plus loin. En fait, pourquoi il faut aller plus loin et pourquoi malheureusement on n'a pas le choix? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 1er janvier 2025, on a une échéance qui tombe, et l'échéance qui tombe, c'est celle de la génération de la facture, la généralisation de la facture électronique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les clients ne recevront plus de pièces papier,
Donc c'est fini les factures qu'on imprime et qu'on envoie par la poste et qu'on les reçoit, on met un coup de tampon, bien arrivé, et puis voilà. Il n'y aura plus de pièces papier, donc on enverra peut-être des emails, enfin des pièces comptables par PDF, mais ce ne sera pas ça la facture. Une facture électronique, c'est pas un document que vous avez scanné et que vous avez envoyé par mail, hein, c'est un fichier, donc ça veut dire que ce fichier il va après s'intégrer dans une plateforme, et donc il n'y aura plus de saisie et à très court terme, plus de TVA non plus pour le cabinet. Quand on analyse un petit peu l'activité des cabinets, on s'aperçoit quand même que la saisie de comptabilité, la TVA et donc la révision rapide, etc., ça représente quand même une part significative de chiffre d'affaires. On peut assez facilement estimer à peu près à 20%. Alors, ça change un petit peu d'un cas à l'autre, mais globalement, il y a 20% d'activités qui vont disparaître. Donc, concrètement, deux impacts majeurs qui vont être retentissants pour les cabinets. Le premier impact, c'est que le chiffre d'affaires issu des missions traditionnelles, donc des missions comptables, de la tenue de comptabilité, va forcément baisser. On imagine mal le client qui va recevoir des informations de la part de l'État, comme quoi la tenue de comptabilité. Philippe, je t'interromps parce qu'on a un petit souci de son. Est-ce que tu nous entends bien? Alors, on t'entend pas très bien, c'est assez saccadé. C'est les aléas du direct, comme on dit. Que l'État va... Philippe, est-ce que tu nous entends? Point. Le deuxième point, c'est que le taux d'occupation des équipes va évidemment... Pour les auditeurs qui m'entendent, j'essaye de le contacter pour puisque justement rétablir la connexion. Je pense qu'on a un petit souci. à faire un cabinet. Eh bien, il y aura moins d'activité pour les collaborateurs. Alors, on a un peu dire qu'on n'a qu'à rentrer des nouveaux clients. Mais comme c'est réalisé, j'imagine pas que on ait 20% de clients. Désolé, les aléas du direct. Philippe, est-ce que tu m'entends? Les d'activité
comptabilité en moins. Ça veut dire que le seul et unique passeport pour l'avenir, pour les cabinets, ça va être de développer des nouvelles missions. Donc là encore, on en reparlera, je crois que c'est prévu, bien. C'est pas notre réunion d'aujourd'hui, mais développer comment on va faire, etc. La première. Alors, désolé pour tous les auditeurs, désolé, c'est les aléas du direct et de la connexion. Philippe va se déconnecter et se reconnecter. Je vous demande juste une petite minute de patience et on revient tout de suite avec la suite du webinaire. Et bien sûr, il repassera sur les slides qu'il vient de présenter sans problème. Philippe, tu nous entends? Super bien. Donc, je vais peut-être couper la caméra. Je coupe la caméra. Alors, si tu coupes la caméra, on ne va plus t'entendre, en fait. Désolée hein, pour nos auditeurs. Vous m'entendez? C'est bon, on t'entend. Tout va bien. Bon, je suis vraiment désolé. Donc, je disais donc, on va y arriver, vous inquiétez pas. C'est les joies du numérique, ça. Hein, je veux dire, c'est super quand ça marche, mais ça marche pas toujours. Alors, je disais donc, pour développer l'émission, il y a vraiment deux conditions sine qua non. C'est-à-dire que on parlera dans une prochaine séance de savoir quelles sont les compétences qu'il faut qu'on acquiert, comment on s'organise, comment on organise le cabinet, etc. OK. Mais avant cela, il y a vraiment deux préalables absolument indispensables. Le premier indispensable, c'est d'avoir des nouveaux outils, d'intégrer les nouveaux outils. Parce qu'on le voit bien dans les cabinets, les experts comptables n'ont pas le temps, les chefs de mission n'ont pas le temps, les collaborateurs n'ont pas le temps. Et donc le problème, c'est que si on ne gagne pas du temps sur les missions actuelles, on ne pourra pas consacrer du temps aux missions de demain. Donc ça, c'est la condition sine qua non pour être en mesure de développer les missions. Le deuxième avantage de travailler avec des outils modernes, c'est que vous ne pourrez pas faire, comme le disait Emmanuel dans le film qu'on vient de voir à l'instant, vous ne pourrez pas conseiller vos clients, leur faire des tableaux de bord, leur faire un point sur la situation, sur le client qu'on payé ou pas payé, si en parallèle, on n'a pas des données qui sont récentes, c'est-à-dire des données qui sont à jour, des données en temps réel. Or, quand le client il vous apporte les pièces une fois tous les 2 mois ou 3 mois, ou quand le client on saisit ses pièces comptables, on va y arriver 15 jours après ou 3 semaines après, on a une information qui n'est plus à jour et donc qui n'est pas exploitable en tant que telle. Donc, les outils... Pardon, je me permets d'interrompre. J'ai Nadia dans le chat qui me disait qu'on t'avait perdu au moment où tu parlais justement du pourcentage que représentait la tenue dans le chiffre d'affaires des cabinets. Donc peut-être reprendre un chouille plus en amont pour être sûr que... La tenue de comptabilité, ça représente exactement, dans la dernière étude qui est sortie il y a moins d'1 an, 44% du chiffre d'affaires des cabinets. Et à cela, vous ajoutez 19% de révision, la mission de révision, 14% de paye, 7% de juridique, et puis après, il y a un peu de commissariat, 5%, un peu de conseil, etc. etc. Donc, la mission de comptabilité, de tenue de comptabilité, au sens large, qui va jusqu'à l'alias, il y a donc 44% de l'activité. Et quand on décortique, c'est un travail qu'on a fait dans l'étude des Moulins, quand on décortique ces 44%, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 20% du temps qui est de la collecte de données,
d'accord, et 26% qui correspond à la saisie, la tenue de comptabilité. Donc ça veut dire que ça fait 46% de 44% qui sont menacés. Donc en gros, un quart, 20-25% du chiffre d'affaires des cabinets qui sont menacés à l'horizon du 1er janvier 2025, ce qui veut dire dans 3 ans. Donc, d'où la nécessité d'adapter les cabinets, parce que le 1er janvier 2025, c'est pas le jour où on s'y met. C'est le jour où on est parfaitement opérationnel et qu'on a le doigt sur la couture du pantalon pour envoyer la facture de client, puisqu'on a fait la prestation d'accompagnement. Donc, ça veut dire que il faut revenir en arrière pour définir cette mission, il faut revenir en arrière pour former les collaborateurs, pour informer les clients, etc., etc. Donc, pour pouvoir, à équipe constante, parce que bien sûr, on pourra embaucher 10 personnes pour faire ces nouvelles missions. Mais on va avoir un petit problème de modèle économique, parce que si on embauche des gens, c'est précisément pas pour faire la nouvelle mission, parce que justement, on va libérer du temps pour faire ces nouvelles missions. Et donc, toute la difficulté de la période qu'on va vivre là, dans les 3 ans qui viennent, ça va être de continuer à faire les missions d'avant, tout en commençant à faire les missions de maintenant. Et toute la difficulté, c'est de gérer les deux, un peu comme un équilibriste, vous savez, qui, avec des bâtons, gère les assiettes et essaye de ne pas les faire tomber, parce qu'on va devoir gérer plusieurs dossiers en même temps pour que tout se passe bien. La première des conditions, c'est donc, comme je le disais, de gagner du temps. Parce que il faut, à périmètre constant, c'est-à-dire avec la même équipe, repenser le métier de demain, tout en continuant à faire le métier d'aujourd'hui. Et le seul moyen, c'est de consacrer moins de temps aux premières étapes de la chaîne de production que sont la collecte des données et la saisie des données. Donc ce temps-là doit être consacré à autre chose, et donc puisque les humains qui travaillent au cabinet, les collaborateurs, les associés, les chefs de mission ne pourront plus faire ce travail, ça veut dire que c'est un logiciel qui doit le faire. Donc ce logiciel, je reprends donc, il va nous permettre de gagner du temps et il va nous permettre d'avoir des données en temps réel. Mais ça ne suffit pas. Moi, je croise beaucoup de cabinets qui ont commencé à automatiser, qui ont commencé à intégrer des nouveaux logiciels et qui finalement sont vachement déçus. Alors dans ces cas-là, c'est la faute du logiciel parce qu'ils disent qu'on va faire des économies de temps, mais on ne les fait pas. C'est la faute de tout le monde, c'est la faute des collaborateurs qui ne comprennent rien, c'est la faute des clients qui ne veulent pas scanner, c'est la faute de... il pleut en ce moment, donc ça doit être aussi un peu à cause du temps. Bon, toujours est-il que l'une des raisons essentielles et majeures pour lesquelles ça ne marche pas vraiment, eh bien, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas revu les process. Pourquoi ? Parce que les process... ils ont été conçus, ils ont été mis en place il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et je vois encore beaucoup de cabinets dans lesquels on a des process de riches, c'est-à-dire des process dans lesquels on prend son temps, on fait des contrôles qui ne servent pas à grand-chose, mais comme on dit dans les cabinets, on a toujours fait comme ça, et puis les clients aiment bien, et puis bon. En fait, en pratique, on a des habitudes et on ne les a pas changées depuis longtemps. Donc ça veut dire qu'il faut impérativement, en plus des outils, revoir tous les process, tous ensemble au sein de l'équipe. On va voir comment, pour que ces outils puissent être vraiment utiles et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, et pas seulement un petit bout de leur utilité. Comment intégrer ces nouveaux outils, justement? C'est le thème suivant. Alors là, je vous ai réuni tous les conseils pratiques pour, pas à pas, mettre en place ces nouveaux outils au sein du cabinet. La première chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit l'associé qui décide du jour au lendemain de dire « tiens, demain, on installe tel ou tel outil ». C'est pas la bonne méthode. Il faut que l'équipe comprenne bien pourquoi il faut qu'on change d'outil, pourquoi on intègre des outils nouveaux déjà, et il faut mobiliser une partie des collaborateurs. Alors évidemment, tout le monde n'est pas candidat, et surtout, il faut toujours commencer par les choses faciles. Une fois qu'on aura bien progressé, on pourra faire un peu plus difficile, puis à la fin, on fera le plus difficile. Mais pour commencer, il faut constituer une petite équipe de collaborateurs qui sont volontaires, qui ont envie d'avoir les nouveaux outils, qui sont impliqués, qui aiment bien la techno, qui ont envie de tester, etc. Ensuite, vous mettez une veille, vous testez 2 ou 3 outils en fonction de vos besoins et vous demandez à votre petite équipe, votre petite cellule de test qu'ils regardent les outils et qu'ils voient un petit peu quels sont les outils qui leur semblent correspondre le mieux aux besoins, quels sont les plus conviviaux, les plus pratiques, les plus efficaces, ceux qui reconnaissent le mieux les factures, ceux qui sont les plus facilement intégrés dans l'outil de production, etc. À partir de là, ils vont vous faire un petit point, un petit bilan, un petit compte-rendu, de telle sorte que vous puissiez choisir le ou les outils, selon le cas, qui correspondent le mieux à vos besoins. Ensuite, effectivement, on teste les outils en question et on intègre quelques clients pilotes. Alors là encore, on va intégrer des clients pilotes. On va prendre les plus sympas. On ne va pas prendre le client le plus bordélique avec le collaborateur qui a le moins envie de mettre les outils parce qu'on est sûr qu'on arrive à la conclusion que l'outil ne marche pas, que les clients ne sont pas d'accord et que ça ne marchera jamais. Bon. Si on veut que ça marche, il faut commencer avec des gens qui ont envie que ça marche. Donc, il faut des gens motivés, donc des collaborateurs qui ont envie, et des clients qui ont envie, de telle sorte qu'effectivement,
on puisse avoir un environnement favorable à ce changement. Il y a plein de clients qui ont envie, il y a plein de clients d'ailleurs, je vois même des cabinets qui perdent des clients parce que le cabinet ne leur a pas proposé des outils modernes, et ils en auront le bol d'apporter les pièces comptables, ils en auront le bol de les photocopier ou que sais-je, et donc ils ont envie eux aussi d'arrêter de trier, de classer, d'agrafer, de repérer le petit bout de papier, le ticket de carte bleue qui va avec la facture et tout ça. Une fois qu'on a testé et qu'on valide le choix, on va former les collaborateurs, tous les collaborateurs, mais vraiment les former. On en reparlera dans 2 minutes. Ce n'est pas un truc qui prend 5 minutes sur le coin d'une table entre 2 bilans. Il faut vraiment qu'ils se consacrent à leur formation pour qu'ils maîtrisent vraiment bien l'outil et qu'ils en tirent les meilleurs avantages. Ensuite, on va faire un petit argumentaire, on va expliquer à chaque client pourquoi il a intérêt effectivement à passer à ces nouveaux outils, et enfin on paramètre l'outil chez les clients et au cabinet. L'idée c'est quoi? C'est qu'on va vous accompagner dans toute cette démarche. Comment embarquer les collaborateurs, comment embarquer les clients, comment expliquer aux collaborateurs, comment expliquer aux clients, mais ça ce sera dans les prochaines étapes. Aujourd'hui, on va juste vous dire pourquoi et comment basculer dans les nouveaux outils. Alors comme je le disais, bien, dis-moi. Pardon, je t'interromps parce que nous avons une question, voire suggestion de la part de Suzanne, qui nous dit, en revoyant les process, ne peut-on pas aussi revoir des sujets internes, comme par exemple la planification? Et voilà, le fait de remettre à plat tout cela, ça permettrait de faire 2 projets d'un coup, et comme ça, l'organisation interne, elle serait en plus optimisée. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis d'accord que la planification est souvent un très gros problème dans les cabinets, et comme elle est soit pas super bien faite, soit pas faite du tout, et on se dit on va y arriver, c'est souvent un problème dans l'organisation des cabinets, parce qu'après, comme on n'a pas mal planifié, on arrive à des goulots d'étranglement et on passe une mauvaise saison fiscale. Je partage 1000 fois. Maintenant, je dis juste un petit bémol. Évidemment, il faut travailler sur la planif, c'est essentiel, c'est sûr et certain. Mais attention à ne pas être trop gourmand. Moi, je préfère, mais je suis un paysan à l'origine, donc les paysans, ils sont pragmatiques, etc. Moi, je préfère faire petit pas par petit pas. Et ce que je propose plutôt, c'est de travailler dans un premier temps, petit à petit, sur les process, intégrer l'équipe, etc. Donc la production proprement dite, la pièce comptable arrive, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on la met, comment on la récupère, si on la récupère. L'outil de production, l'outil d'aide à la production de pré-comptabilité, il va nous permettre de récupérer automatiquement les données. Donc du coup, qui le récupère, quand est-ce qu'on le récupère, à quelle période on récupère, tout ça. Il faut être extrêmement concret, extrêmement pratique. Maintenant, je partage 1000 fois l'idée qu'il va falloir passer aussi à la planification parce que c'est un élément clé pour accélérer la production des comptes, et on va voir que très prochainement, n'importe comment, il va falloir planifier le temps dans le mois, puisqu'en fait l'unité de temps de production comptable, on va passer bientôt de l'année au mois, puisque tous les mois il faudra que la comptabilité soit à jour. Tous les mois, on fera une petite révision. Tous les mois, on gérera les suspens du mois M-1. Mais à la fin du mois M, on a fini tous les suspens du mois M-1. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça à reporter de mois en mois des pièces qui manquent ou n'importe quoi. Il devrait déjà y en avoir beaucoup moins avec les nouveaux outils. Mais en plus, l'idée, c'est que si on veut donner des informations à notre client, il faut que la comptabilité soit à peu près à jour. Voilà. Donc, comme je le disais, les nouveaux outils, ça ne suffit pas. Donc, quel que soit le talent, l'efficacité des nouveaux outils, ça ne marchera pas si vous avez les nouveaux outils avec les anciennes méthodes. Parce que les anciennes méthodes, elles sont elles-mêmes chronophages. Autrement dit, elles-mêmes, elles font perdre du temps. Et comme elles font perdre du temps, les outils, ils réduisent un petit peu le temps perdu, mais ils ne réduisent pas tout le temps perdu. Donc il faut que l'équipe fasse un effort pour revoir les méthodes. Et quand je dis l'équipe, je parle vraiment de la personne qui fait la saisie jusqu'à l'associé. Parce que moi j'accompagne pas mal de cabinets, et je peux vous dire que dans pas mal de cabinets, c'est de l'associé jusqu'au collaborateur qu'il faut revoir les outils. Donc il faut libérer du temps aux collaborateurs parce que très concrètement, s'ils ne se forment pas bien, ils utiliseront mal les outils, ça c'est une certitude. Mais il faut aussi avoir une idée claire de ce qu'on va faire du temps qu'on gagne. Ce que je veux dire par là, c'est que gagner du temps pour gagner du temps, je vous écris aujourd'hui que le temps que vous avez gagné, vous allez le reperdre en multipliant des contrôles inutiles, en faisant des travaux que vous faisiez avant, que le client n'est pas prêt à payer parce qu'il ne les a pas demandés. Et donc, ça va multiplier les temps perdus et vous allez perdre aussi rapidement que vous l'avez gagné les temps que vous avez économisés grâce à l'outil. Enfin, dernière chose, l'idée c'est que si les process de production ne sont pas adaptés, si les plannings ne sont pas les bons, s'ils ne sont pas respectés, si les clients ne sont pas éduqués, eh bien ce qui va se passer c'est que
en fait, on ne gagnera pas tout le temps qu'on aurait pu gagner. Et en fait, on va partir dans les nouveaux projets, dans les nouvelles missions, avec un handicap, on ne sera pas prêt à les gérer. Voilà. Donc c'est vraiment très important, il ne faut pas revoir que les outils, il faut vraiment former aux outils et donner aux collaborateurs toute la possibilité de les utiliser au mieux et revoir les process. Alors comment revoir les process ? Il y a deux grandes sources de gains de temps, de gains d'efficacité quand on revoit les process. Premièrement, la suppression de ce qu'on appelle les gaspillages. Donc en gros, c'est tout ce qui ne sert à rien et qu'on fait depuis des années et qu'il faut arrêter de faire parce que le client n'a pas envie de payer pour des travaux inutiles. La deuxième chose, c'est qu'il faut revoir la chaîne de production. C'est un peu ce que disait la personne, c'est-à-dire qu'il faut revoir la planification, et donc dans le cadre de la planification, c'est l'organisation de la chaîne de production. Autrement dit, il va falloir revoir le qui fait quoi. Chaque collaborateur du cabinet, qu'il fasse un peu de tenue, beaucoup de tenue ou 100% de tenue, va voir son activité modifiée par l'arrivée de l'automatisation en général et encore plus par l'arrivée de la facture électronique. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il va falloir repenser la répartition des tâches au sein de l'équipe. Et ça, c'est absolument essentiel. En plus, n'importe comment, avec l'arrivée de... Oui ? Pardon, désolée, je t'interromps. Justement, par rapport à la planification, on a une nouvelle question. Est-ce qu'on peut se baser sur des données passées pour préparer sa nouvelle planification ? Quelles seraient tes recommandations là-dessus ? Alors, oui, il faut, mais pas que. Je prends un exemple. Quand vous avez un dossier pour un client, que vous avez depuis plusieurs années, pour pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé par le passé, ce qu'il faut faire, c'est regarder le temps que vous y avez passé et regarder avec le collaborateur. On n'est pas dans la chasse aux sorcières, on est dans la chasse au gaspillage. Ce qui veut dire qu'on ne cherche pas un coupable de pourquoi on a perdu du temps. On cherche effectivement pourquoi on a perdu du temps, mais on ne cherche pas à mettre quelqu'un en accusation en disant c'est de ta faute si on n'a pas été aussi efficace qu'on aurait pu. L'objectif, c'est vraiment de se dire, on y a passé 25 heures l'année dernière, entre la révision des process et l'arrivée des nouveaux outils, cette année, on peut peut-être y passer 15 heures ou 18 heures. Et donc, en fait, il va falloir répartir dans le temps ces 15 heures ou ces 18 heures, ou ces 25 heures, 30 heures, 50 heures, répartir dans le temps. Et l'objectif de ces nouveaux outils, l'objectif de la révision des process, c'est de déplacer du temps de saison fiscale vers du temps plus calme dans l'année. Autrement dit, la raison pour laquelle on a une saison fiscale qui est très dure, c'est que non seulement on finit tous les bilans de toute l'année, mais en plus on continue à faire de la saisie de pièces comptables qui datent d'il y a 6 mois. Si on avait récupéré toutes les pièces comptables en temps et en heure et qu'on avait au fur et à mesure de l'année planifié des révisions intermédiaires, évidemment qu'on aurait une période fiscale qui sera allégée. Parce qu'on parle de 2025 avec l'arrivée de la facture électronique et donc l'arrivée aussi de pas mal d'automatisation dans les cabinets. Cette automatisation va réduire substantiellement la tenue, la collecte et la TVA. Mais quelques mois ou quelques années après, on aura la suite. On ne va pas s'imaginer qu'on va s'arrêter à la TVA. Très rapidement, on aura le FEC mensuel et la disparition du déclaratif. L'alias fiscal a une durée de vie limitée. Dans les 5 ans, 7 ans peut-être, on n'aura plus d'alias fiscal. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, on enverra tous les mois. Enfin, l'État viendra chercher dans notre ordinateur ou sur une plateforme le FEC de chaque mois. C'est-à-dire que tous les mois, on aura un arrêté mensuel. Et à partir de là, on voit bien que tout de suite, le calendrier et la planification de la mission va être bouleversé. Tous les mois, on fera le bilan du mois. Et donc, on n'aura plus de période fiscale. Comme on n'a plus de période sociale en janvier, pendant 25 ans, moi j'ai connu les DADS qui étaient faites en janvier à partir des payes de l'année précédente, de l'année civile précédente, on n'en a plus parce que la DADS a été remplacée par la DSN. Et puis on aura exactement pareil, le FEC mensuel va remplacer tout simplement l'alias fiscal annuel, mais on va mensualiser notre intervention, ce qui fait qu'on n'aura plus d'alias fiscal. Par contre, on aura les vacances de février, les vacances de Pâques, tous les ponts du mois de mai, et donc on aura un bronzage, on aura un summer body qui sera merveilleux. Voilà, c'est ça l'avenir de la profession. Alors, c'est réjouissant quand même comme perspective. Mais n'importe comment, l'avenir est radieux, puisque non seulement on sera beau, on sera bronzé pour la saison, mais en plus, l'idée, c'est qu'on aura des missions vachement plus intéressantes. C'est-à-dire qu'on ne sera plus à réclamer la pièce de parking de 30 balles qui manque, ce dont parlait Emmanuel, mais on sera au contraire en train d'aider le client à mieux encaisser ses sous, à moins travailler, à recruter, à investir, à embaucher, etc.
honnêtement, ce sera 10 fois plus sympa comme job que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que la période fiscale, c'est une période difficile à vivre, c'est stressant, c'est fatigant pour tout le monde. Non seulement on n'aura plus de période fiscale, mais en plus, on aura un job 10 fois plus intéressant. Et pour tous les collaborateurs, à une condition qu'ils embarquent. Autrement dit, qu'ils aient envie de participer au projet et à l'aventure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaspillage? C'est-à-dire ce sur quoi il faut lutter à partir de maintenant. Un gaspillage, c'est un travail qui est fait, c'est une tâche qui est faite sur un dossier, mais cette tâche n'apporte rien. Elle n'apporte rien ni à la qualité des comptes, c'est-à-dire que le bilan, il sera le même, d'accord? Il y aura 30 centimes d'écart ou bien 20 € d'écart par rapport au bilan, qu'on aurait pu faire si on y avait passé 3 heures, 4 heures ou 5 heures de plus, ni à la satisfaction du client. Pourquoi? Parce que le client, lui, il n'est pas à 20 € près sur son résultat. Ce qu'il veut, c'est sa tendance, son chiffre d'affaires, l'évolution de ses créances clients, etc. Et il n'est pas dans l'exactitude et comment dirais-je, la perfection comptable. Ce qu'il veut, lui, c'est savoir où il en est. Donc on va abandonner la perfection comptable qui n'intéresse que le comptable, l'esthète comptable, et on va plus s'intéresser à nos clients et ce qu'ils veulent réellement. Donc en fait, il va falloir qu'on supprime différentes tâches que l'on fait aujourd'hui et qui n'ont aucune utilité. Mais on les fait de manière historique depuis des années, et donc c'est rentré dans les habitudes, mais ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on va devoir supprimer? En fait, on va devoir supprimer d'une part toutes les tâches que l'on fait qui sont inutiles et que le client n'a pas demandé, et on va supprimer aussi toutes les tâches que le client n'a pas demandé et qui aboutissent à un travail qu'il n'a pas demandé, donc il n'est pas prêt à payer. Et on va transformer toutes ces tâches en travaux que le client a envie d'avoir pour sa satisfaction à lui et son utilité. Alors, qu'on soit clair, il n'est pas question de dire que c'est la faute des collaborateurs qui font mal le job, pas du tout. Ils font très bien le job, ils font même souvent trop bien le job. Et l'objectif, c'est d'arrêter de faire du travail trop bien fait pour faire un travail qui correspond beaucoup plus aux attentes du client. Pourquoi il y a tant de gaspillage dans un cabinet? Je l'ai dit plusieurs fois, des habitudes qu'on n'a jamais changées. Donc la phrase classique quand on fait un audit d'efficacité, c'est « mais on a toujours fait comme ça ». Ou alors « mais les clients aiment bien », sachant qu'on ne leur a jamais demandé, donc comme ça au moins on est sûr qu'ils aiment bien, puisque si on ne leur demande pas, il n'y a pas de souci. Ensuite, il n'y a pas de procédure interne qui soit très claire. C'est-à-dire que, comme on dit, les gens ils sont là depuis longtemps, ils connaissent, ils savent comment on fait. Oui, mais chacun, moi je le constate très souvent, chacun fait un peu comme il veut, comme il peut, comme il pense que c'est bien. Sauf que du coup, on perd beaucoup de temps à faire des choses qui sont inutiles. C'est aussi le trop bien fait par les collaborateurs. C'est le manque d'outils standardisés. Moi, le nombre de cabinets dans lesquels je vais, et on s'aperçoit qu'il y a 4, 5, 6 tableaux Excel pour faire le même travail, et chaque année, chacun a son tableau Excel, donc ça multiplie les heures de mise à jour, ça multiplie les heures de contrôle par l'associé, etc. Après, c'est le manque d'outils, c'est le manque de maîtrise des outils. Moi, je vois, on implante des outils qui sont absolument merveilleux, qui font des choses extraordinaires, mais les collaborateurs ne savent pas bien les utiliser. Et donc, ils les utilisent à 10 ou 20% de leur capacité, alors qu'on paye l'outil à 100%. Et donc, du coup, on gagne moins de temps que ce qu'on pourrait gagner, et on fait un travail encore souvent à la main, alors qu'il pourrait être fait par l'outil. Ensuite, c'est le manque d'éducation des clients. Dans la lettre de mission, il est indiqué que le client apporte ses pièces classées. Ou dans la lettre de mission, il est indiqué que le client scanne ses pièces. Puis finalement, le client, il n'a pas trop envie. Et puis on dit, ok, pour cette fois, ok. Et puis on continue à dire pour cette fois tous les mois. Oui, donc on fait une quantité incroyable de travail qui n'était pas du tout prévue dans notre lettre de mission, et on perd du temps, et on embouteille les tuyaux, et c'est comme ça qu'effectivement, on arrive à des situations de rentabilité largement altérées, et de délais non respectés, et de périodes fiscales difficiles, et de dépression, de burn-out, voilà. Donc, il faut arrêter, il faut discipliner les clients, discipliner les collaborateurs, discipliner les associés. Je sais que c'est pas facile quand on a un collaborateur et que le moins discipliné de la troupe, c'est l'associé, mais il faut essayer de lui expliquer que ce serait bien si on pouvait faire comme ça permettrait de gagner du temps. Il y a 7 familles de gaspillage, je ne vais pas vous les expliquer, je ne vais pas vous les développer. Dans la petite fiche avec les conseils méthodologiques et les conseils pratiques, tous les conseils qu'on vous a donnés, on va vous les présenter, et on va vous présenter le moyen de lutter contre chaque gaspillage. Donc la surqualité, les temps perdus à attendre avec une validation des pièces, un associé, une signature, une révision, etc. Les travaux inutiles dans lesquels vous avez notamment tout ce qui est s'interrompre toutes les 10 minutes pour
pour répondre au téléphone ou répondre aux mails, ça c'est la plaie absolue des cabinets. Les défauts et erreurs sur les dossiers, donc par exemple, on utilise une documentation qui n'est pas à jour, ou alors on a mal formé les collaborateurs, on leur a pas dit cette année on fait comme ci, ou cette année on fait comme ça, moyennant quoi chacun va se tromper avant d'arriver à la bonne solution. Les temps passés, là encore, au téléphone, dans les transports, dans les manutentions, la surproduction, on fait des travaux que le client n'a pas demandé, il n'est même pas au courant qu'on les fait et ça n'intéresse personne, il ne l'ouvre même pas. Les stocks excessifs, ça c'est le risque majeur. Souvent, les stocks excessifs génèrent des gestes inutiles et des travaux et erreurs. Les stocks excessifs, c'est les dossiers, il y en a 10 qui sont ouverts, on n'en a fini aucun, et on arrive à en finir aucun parce qu'on n'a pas géré en amont la réception des pièces, la collecte, etc., etc. Donc tout ça sont des gaspillages qu'on vous a décortiqués dans la fiche et on vous a trouvé à chaque fois la parade anti-gaspillage. Comment réduire les gaspillages? Globalement, pour résumer, c'est ce que disait la consoeur ou la collaboratrice qui était en ligne, c'est effectivement de travailler ensemble pour créer un chantier gaspillage. C'est un peu comme les outils, il faut créer une petite cellule outils ou une petite cellule gaspillage qui peut d'ailleurs être tout à fait la même, surtout dans les petits cabinets, on n'est pas 40, donc on ne va pas s'amuser à faire des groupes de travail différents. On se fait des groupes de travail, mais ça peut être des réunions, hein, ça peut être tout simplement, on se fait une pizza et on discute ensemble 1 heure ou 2 sur le sujet, et on dissèque, on décortique la mission et on voit tous les endroits où on perd du temps. Ça peut être des scans inutiles, ça peut être des travaux inutiles, des classements, on fait des travaux ou des tableaux ou des calculs ou des choses qui servent à trop rien, on n'anticipe pas assez. En fait, il faut identifier tout ce qui nous fait perdre du temps et voir comment est-ce qu'on peut réduire ces pertes de temps. Pensez au quick win, c'est quoi une quick win? C'est une victoire facile, c'est-à-dire en fait tout ce qui permet de gagner vite du temps et sur lequel tout le monde est d'accord. Et l'idéal, ce serait de le mettre en place rapidement, en général dans la semaine, ça peut être mis en place et on commence déjà à gagner du temps. Ça permet de mobiliser l'équipe, ça permet de donner envie à tout le monde de continuer, ça veut dire que voilà, c'est vraiment une contribution de tous à l'opération et c'est vraiment très très pratique. Ensuite, on liste tout ce qu'il y a à faire, on se répartit le travail entre nous. Tiens, toi, tu essaies de revoir comment est-ce qu'on pourrait simplifier le dossier de travail, comment est-ce qu'on pourrait alléger telle ou telle chose, comment on pourrait faire un petit mail standard pour expliquer au client qu'on va se mettre de nouveaux outils et donc on va le former, qu'on va l'expliquer, qu'on va lui faire voir. On écrit ce qu'on a décidé, on partage tous ensemble et une fois qu'on est tous d'accord, on fait. Voilà. Honnêtement, l'été, c'est le meilleur moment pour revoir les outils, revoir les process, on a un petit peu de temps, on a fini les bilans, donc avant de se relancer dans la nouvelle période qui va commencer en septembre, ou alors tout début septembre, quand on arrive, on est frais, on est en forme, on se dit allez, on va pas faire encore une saison. Souvent, moi j'entends les collaborateurs et les experts comptables qui disent au mois de mai et au mois de juin, plus jamais ça. Donc là, ils sont au niveau de souffrance maximum, c'est génial. Ils sont motivés, ils ont envie, ils ont la niaque, ils sont partants. Comme ils sont un peu fatigués, ils disent on va pas faire ça tout de suite, mais dès qu'on a retrouvé un peu la forme, on s'y met. Et puis après, ils ont oublié, parce que l'homme oublie vite la souffrance, etc. Et donc ils se disent non, mais et ils s'imaginent pas que ça va recommencer, mais ils font tout pour que ça recommence pareil. Donc surtout n'attendez pas la saison prochaine pour vous dire plus jamais ça. On s'y met dès qu'on a un peu de temps, dès qu'on a retrouvé un peu la forme et la niaque, si possible avant l'été, comme ça c'est fait quand on revient, tout est prêt. Sinon, on fait ça au retour des vacances quand on est encore super en forme. Comment on réduit les gaspillages? Il faut très clairement embarquer les collaborateurs, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut arrêter les baronnies avec chacun ses méthodes, chacun son organisation. Il faut revoir l'affectation des tâches. Autrement dit, il faut arrêter de dire on a toujours fait comme ça. Et il faut libérer du temps à ce qu'on appelle les collaborateurs qui ont des compétences rares. Les chefs de mission, ils vont pouvoir développer les nouvelles missions. Donc c'est à eux qu'il faut libérer du temps le plus vite possible. Et par contre, les collaborateurs qui, eux, sont habitués à faire de la tenue et de la TVA, c'est à eux qu'il faut que les collaborateurs, dès qu'on a gagné du temps, on va gagner 10, 15, 20, 30% de temps sur la production. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps qu'on va gagner, eh bien, les chefs de mission, eux, ils vont récupérer les 20% de temps gagnés, bien sûr, mais ils vont essayer de se libérer de plus de temps que les 20%, en donnant leur tenue de comptabilité ou leur révision, leur TVA, à des collaborateurs qui, eux, ne pourront pas forcément développer des nouvelles missions. Comme ça, les chefs de mission pourront se consacrer bien plus vite à la conception, à l'organisation des nouvelles missions et à le proposer aux clients. Comme ça, on peut déjà commencer à amorcer le développement des nouvelles missions dès maintenant. Dès que les outils arrivent, il faut que le temps qu'on va économiser, on sache exactement ce qu'on va en faire. Si on ne sait pas ce qu'on va en faire, on va perdre le temps.
Et donc, ça veut dire qu'on va perdre du temps sur l'échéance du 1er janvier 2025. Donc, on s'organise, on gagne du temps, on travaille tous ensemble, c'est vraiment un travail collectif. Si on bosse bien ensemble, personne n'a son job menacé. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Personne n'a son job menacé si tout le monde se bouge et tout le monde s'y met. D'accord? C'est une grande aventure, bien sûr. Ça va secouer, ça va tanguer, voilà. Mais il y a du boulot pour tout le monde. Moi, j'ai accompagné plein de cabinets dans lesquels on a mis en place une nouvelle mission. Il y a du boulot pour tout le monde. Pour tous ceux qui acceptent de changer de métier, de travailler différemment, de s'organiser avec les nouveaux outils, de revoir les process, de ne pas travailler comme on a travaillé sur les 20 dernières années. Dès qu'on fait ça, il y a du job pour tous. Et surtout, il faut bien se dire que ce travail sur les gaspillages, sur le temps perdu, etc., c'est pas one shot. Ce que vous allez faire avant l'été, avant de partir en vacances, ce sera génial. Vous verrez qu'en septembre, il y a des nouvelles idées qui seront arrivées. Et bien, qu'à cela ne tienne, on va être en mouvement permanent. C'est-à-dire que, je me souviens, il y a un type qui avait dit, je ne sais plus qui et je ne sais plus quand, le changement, c'est maintenant. Ça, c'est fini, c'est mort. Hein. Voilà. La règle maintenant, c'est le changement, c'est tout le temps. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a une idée, il faut absolument l'écouter, et si elle est bonne, on la prend. Si elle n'est pas bonne, on l'améliore, et quand elle est bonne, on la prend. C'est ça, l'organisation et l'évolution des process et des outils. C'est comme ça qu'il faut faire. Et l'année prochaine, ça va être... le bonheur. Et alors l'année prochaine, la prochaine saison fiscale, vous allez beaucoup moins souffrir si vous avez fait tout ce que je viens de vous dire sans aucun problème. Évidemment, comme le disait si pertinemment la dame qui a écrit le petit mot, il est évident qu'il faut planifier parce qu'une saison fiscale, elle commence en septembre. C'est-à-dire que si en septembre ou début octobre, vous n'avez pas revu vos process, vous n'avez pas installé les outils, vous n'avez pas planifié toute la saison avec tous les bilans qu'il va falloir faire, et en commençant à sortir des bilans le 3 janvier. Alors, je ne sais pas comment ça tombe. Vous serez peut-être encore un peu dans un piteux état le 3 janvier, surtout qu'on va bientôt faire la fête non-stop pendant des mois et des mois, après avoir été interdit de fête pendant des mois et des mois. Mais en janvier, vous devriez être remis quand même normalement. Donc, début janvier, on commence à sortir des bilans, parce qu'il y a des bilans, on peut les faire au mois de décembre. Je ne me dites pas que les SCI, les BNC, le 3 janvier, vous avez toutes les pièces de l'année. Tout le reste, c'est de la littérature. Moi, j'ai plein de cabinets qui commencent à sortir et à envoyer des bilans avec l'alias N-1, ce qui est parfaitement autorisé, dès le mois de janvier. Et donc, plus vous sortirez des petits bilans comme ça, les petits bilans, les trucs comme ça, plus après, ça passera tout seul. Et donc, ça veut dire que l'année prochaine, vous allez avoir une saison fiscale qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluide. Et c'est ça qui est important à avoir en tête, parce que la saison fiscale, elle se réussit pas en février, mars, avril, mai. Elle se réussit, elle se commence en septembre, octobre, novembre, décembre. Sans compter qu'en plus, si vous avez les nouveaux outils et que vous avez formé les clients, vous allez commencer à pouvoir leur donner des infos en temps réel et pas leur annoncer leurs résultats le 25 mai de l'année N+1. Et pas leur dire combien ils vont pouvoir se payer quand on sera au mois de mai de l'année d'après. Et ça, les clients, une fois que vous commencerez à leur donner un peu des données sur ce qu'ils font, vous allez voir qu'ils vont être très, très, très intéressés et qu'ils voudront voir la suite. L'appétit vient en mangeant. Donc, plus vous leur en donnerez pour leur montrer, plus ils seront intéressés. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est... On arrive à la fin du webinaire. Alors, je ne sais pas si... J'ai l'impression qu'on a perdu Philippe. Non, Philippe, tu es toujours là. Magnifique. Je suis là. Super. Donc, du coup, effectivement, là, vous avez vu aujourd'hui le premier épisode un petit peu de cette première saison. Et donc, on vous donne rendez-vous donc, le 3 septembre à 14h pour voir la deuxième partie. Et on va plus, cette fois, se concentrer sur comment on va embarquer vos collaborateurs dans la digitalisation, qui est quand même une grande problématique également. Mais ça veut dire qu'il y aura un film aussi ? Je crois qu'il y aura un nouveau film. Il paraît que la production Bidéry. Comment ? On l'aura que le 3 septembre ? Non, on l'aura un petit peu avant. Je crois que la production Be-Ready offre le film un petit peu avant en guise de bande-annonce. On se croirait réellement dans une série Netflix. Donc, du coup, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Pour vous donner un petit peu la suite, donc il y aura un replay de la session. Bien sûr, on va essayer de le retravailler pour enlever ce petit souci technique qu'on a eu. Encore une fois, désolé de la mauvaise connexion et merci pour la patience de toutes les personnes qui sont restées sur le chat. Et comme Philippe le disait au tout début, en plus de ce replay, on va également vous envoyer donc un autodiagnostic, que vous aussi vous puissiez faire un petit peu l'état des lieux d'où vous en êtes, et également une fiche pratique. Ouais. Philippe, tu me dis si tu veux compléter ou si j'ai loupé des éléments. Après chaque petit webinaire comme ça, donc bon, on va peut-être se dire que, bon, d'une manière générale, je dépasse un peu toujours les horaires, hein, donc ça c'est général. Donc on se dira peut-être qu'on aura des petits webinaires de 3/4 d'heure plutôt qu'une demi-heure, c'est un peu court. Ceci étant, on a eu un peu de panne, mais ce que je veux dire, c'est qu'après chaque webinaire, on aura 2 outils pratiques. Un premier outil pour vous tester. Donc, vous aurez ça la semaine d'après, en gros. Donc là, ce sera la semaine prochaine. Donc, ce sera un outil en ligne, anonyme, sécurisé, confidentiel. Donc, évidemment, vous mettez les réponses que vous voulez. Et ça vous fera un petit diagnostic. Comme ça, vous saurez exactement où vous en êtes, quels sont vos points faibles, quels sont les points d'amélioration que vous pouvez envisager. Et vous aurez, juste après, une petite fiche pratique sur les bonnes méthodes à utiliser, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on vous mettra à plusieurs endroits les mails qui vont bien. C'est que si vous avez des questions sur tous les sujets qu'on aborde dans cette web-série et dans ces petits webinaires, n'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. On a fait ça pour vous. Vous voyez qu'on ne vous a pas assommé avec la publicité sur l'outil. On ne le fera pas. Sur aucun des outils, sur aucun des webinaires, on vous fera la publicité ou le téléachat. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment que vous vous accapariez des bonnes méthodes pour que vous y arriviez mieux et que du coup, vous soyez prêt pour la 2e saison pour pouvoir développer des vraies missions auprès de vos clients. Exactement. Eh bien, écoute, entre-temps, on a une question qui est arrivée. Est-ce que tu peux brièvement réexpliquer les quick wins dont tu parlais il y a quelques minutes? Ah oui. Alors en fait, les quick wins, c'est quelque chose qui est entre guillemets tout bête. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? De quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que quand on fait une transformation, quand on fait un chantier comme ça, où on remet en cause les compétences, c'est pas facile. Il y a les gens qui aiment bien leur petit confort, qui ont la trouille un peu de ce qui va se passer, qui n'aiment pas changer, qui ont des doutes sur le fait qu'un logiciel va faire aussi bien qu'eux en matière de tenue, etc. Donc il y a beaucoup d'opposition. Ce pas des gens qui sont hostiles, ce pas des gens qui veulent nous nuire, c'est des gens qui n'y croient pas. Et donc, il faut les convaincre que cette transformation, cette petite réorganisation va leur être utile et va porter ses fruits. Alors, la deuxième chose qu'on constate aussi, c'est qu'il y a plein de transformations, on dit souvent plus de la moitié, qui en fait n'aboutissent quasiment jamais parce qu'on se lance dans un chantier qui est tellement colossal que rien n'avance et rien ne se fait. En fait, ce qu'il faut, c'est découper les projets en tout petits chantiers. Mais c'est des chantiers tout bêtes. Moi, je prends des exemples. Typiquement, quand un client arrive, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, peut-être qu'on lui fait une lettre de mission qui va prendre 15 pages, machin, tout ça. Peut-être qu'il y a un moyen d'éviter de perdre 2 heures à faire une lettre de mission immédiatement. Peut-être qu'on peut lui faire un petit courrier en disant « on vous a bien compris » et puis lui faire une petite proposition commerciale sans passer 3 heures à la faire. C'est des petites choses qui sont parfaitement autorisées, qu'on voit partout ailleurs, qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Dans les process de production, par exemple, si on se dit, petit exemple, que jusqu'à maintenant, on relance toutes les pièces qui nous manquent. Sauf que, comme le disait Emmanuel dans le petit film, je veux dire, si le client il a perdu son ticket de péage qui était à 15 €, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? S'il a pas reçu la facture d'Orange ou d'SFR, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est pas la peine de le relancer 5 fois pour lui demander sa pièce. Il l'a pas. Il l'a pas. On passe à autre chose. Et ben on se dit dans les procédures que, par exemple, toutes les pièces qui sont en dessous de 50 €, on les réclame pas. Surtout si, en plus, sur le ticket de carte bleue, il est indiqué que c'était Orange qui avait prélevé. On se doute bien que c'est Orange qui a prélevé. Bon. Tout ça pour dire que ça, c'est une décision qui prend 5 minutes à prendre et qui va gagner un temps précieux dans tout le cabinet. Autre petit exemple, on arrête de répondre aux mails toute la journée. On répond aux mails de 9 h à 9 h 30 et de 14 h à 14 h 30, par exemple. Ce qui fait gagner, ce qui évite d'avoir des alertes toute la journée qui nous interrompent dans le travail. On arrête de répondre au téléphone toute la matinée, toute la journée, etc. On y répond 1 h le matin, 1 h l'après-midi, par exemple, mais pas plus. Alors quand je dis ça dans plein de cabinets, tout le monde hurle à la mort, comme quoi jamais les clients n'accepteront, jamais, jamais, jamais. Sauf qu'en pratique, j'ai mis ça en place dans des dizaines de cabinets et il n'y a jamais aucun client qui s'est plaint. Celui qui se plaint, c'est l'associé qui s'imagine que ses clients vont se plaindre, mais le client, il peut parfaitement comprendre, parce que souvent c'est son cas à lui aussi, qu'il ne peut pas être dérangé 24/24.
Donc tout ça pour vous dire qu'on ne commence pas par des chantiers trop révolutionnaires. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, attention à ne pas faire trop de choses, à ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre quand on fait de la transformation. Step by step, petit pas par petit pas, on commence par des petites victoires faciles qui montrent à toute l'équipe que sans révolutionner le cabinet, on peut avoir des petites victoires qui vont simplifier la vie de tout le monde, faire gagner du temps à tout le monde, soulager le client qu'on va arrêter de relancer 20 fois. Une pièce comptable, on la relance une fois, c'est tout. Si elle est vraiment très importante, on peut relancer une deuxième fois, mais il est hors de question de continuer à relancer tous les mois le client sur toutes les pièces depuis le mois de janvier. Il les a pas, et n'importe comment en pratique, ce que vous allez faire le 15 mai, c'est que vous allez les comptabiliser. Donc autant les comptabiliser au fur et à mesure, ça sert à rien d'attendre 6 mois. La probabilité qu'ils retrouvent un ticket de restaurant d'il y a 6 mois est à peu près égale à 0, donc on arrête. Et ça ne nuit pas à la qualité comptable, puisque n'importe comment vous ne l'aurez pas la pièce comptable. C'est ça un petit quick win. Parfait. Merci Philippe. Je prends une dernière question et après on va laisser nos auditeurs. Une dernière question qui, je pense, fait écho à l'un des futurs épisodes de la saison. Alors Nathalie, du coup, nous demande comment tout ça, on va En fait, Nathalie nous demande comment tout ça on va le vendre aux clients, parce que dire aux clients allez mettre vos relevés bancaires, allez prendre une photo avec l'application, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une crainte que le client il essaye de négocier un petit peu les coûts, parce que tous ces logiciels ont un coût pour le cabinet, donc est-ce que tu aurais 2-3 petits indices en prémisse peut-être d'un futur épisode? Alors, c'est Nathalie qui a posé cette question, c'est ça? Je regarde sur le temps de contrôle. Je soupçonne Nathalie de vouloir qu'on lui raconte la suite des épisodes. Alors, je vais donner une petite réponse. En fait, pendant un moment, on va parler de Morito au bord de la plage, je crois, Aurore. Non, c'est pas ça? Parce que le client, il va dire, mais attendez, vous rigolez, si c'est moi qui scanne les pièces comptables, si c'est moi qui fais tout, pourquoi je continuerai à vous payer? C'est ça la question. Alors évidemment, on va en parler, c'est le 4e épisode de cette saison. Bon, pour vous dire un mot quand même, sans tout vous dévoiler, maintenant vous aurez la fiche pratique et le webinaire dans quelques temps, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter d'imaginer que les outils comme Dext, etc., qui permettent d'automatiser la production, ça n'est utile qu'au cabinet. C'est pas vrai du tout. La première raison pour laquelle c'est utile aux clients, c'est que, je sais pas vous, mais moi j'ai plein de clients qui me disent j'en ai ras-le-bol de retrouver la facture, de retrouver le ticket de carte bleue, de les mettre ensemble, de l'agrafer ou de ne pas l'agrafer, parce que quand on agrafe, on ne peut plus le mettre dans le scanner, etc. J'en ai ras-le-bol de ceci, j'en ai ras-le-bol de cela. Et puis, j'en ai ras-le-bol aussi que des fois, je cherche la pièce comptable, je ne sais plus trop bien où je l'ai rangée, et du coup, je cherche et je ne sais pas où elle est. Là, l'avantage, c'est que les clients, ils font clic-clac. Enfin, moi, je sais que j'ai ça. Je vais au restaurant, je fais clic-clac, le problème il est réglé, je passe à autre chose. Alors bien sûr, je ne vais pas acheter la pièce, mais j'ai plus besoin de la classer avec autant de rigueur, j'ai plus besoin de la graffer avec le ticket de carte bleue, j'ai plus besoin de tout ça. Et si jamais je cherche une pièce que j'ai scannée il y a 3 semaines ou un mois, j'en ai pour 15 secondes à la retrouver. Donc tout ça, ça fait gagner du temps. Et en fait, les chefs d'entreprise qu'on imagine être submergés par le travail, ils vont râler, etc. Une fois de plus, honnêtement, pour l'avoir vécu 50 fois, le chef d'entreprise, il comprend très bien, il est ravi. Surtout qu'en plus, ça c'est de son côté, mais nous, quand on fait ça et qu'on a ces pièces comptables en temps réel et récupère l'automatisation, bah avec le temps qu'on va gagner à ne plus faire un travail qui sert à rien parce qu'il sera fait par un logiciel qui fera ça mieux que nous, eh ben on va travailler sur son entreprise. Et pas seulement sa balance ou son compte de résultat ou son grand livre. Et donc, on va lui apporter un service à valeur ajoutée qui sera bien plus utile pour lui que ce qu'on lui faisait avant. Et donc, croyez-moi, d'expérience, les clients ils sont plutôt très contents de prendre le scanner, enfin de faire clic-clac, etc. Et si le client n'a pas envie, parce qu'il y a aussi des clients qui n'ont pas envie, eh bien, on vous dévoilera comment faire quand on sera au 4e épisode de cette première saison de la saga. Voilà, voilà. Exactement. Très bien. Et ben, je pense que c'était une belle transition de fin, de faire un petit peu ce teasing vers les prochains épisodes de la saison. Alors, du coup, encore merci à tous nos auditeurs et encore une fois, toutes nos excuses pour les petits soucis de connexion que nous avons eus. C'est les aléas du direct, comme on dit. Comme l'a précisé Philippe, on vous donne rendez-vous donc pour l'épisode numéro 2 le 3 septembre, donc consacré à comment embarquer ses collaborateurs dans la digitalisation du cabinet. Et en attendant, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous contacter par email ou sur les réseaux sociaux, Philippe ou moi, on vous répondra avec plaisir.
Et d'ici une semaine, donc voilà, on vous envoie la fiche, l'autodiagnostic pour que vous puissiez voir où vous en êtes à titre individuel. Pour finir, un dernier mot. J'adore le proverbe irlandais qui dit y penser sans cesse ne labourera pas mon champ. Donc là, aujourd'hui, vous nous avez écoutés. Si vous êtes restés, c'est que vous êtes courageux et que vous avez surmonté les problèmes technologiques que j'ai eus. C'est génial. Mais si vous fermez, vous éteignez et que vous n'allez pas au-delà, ça ne vous servira à rien, ce webinaire. D'accord? C'est un peu comme moi quand je m'inscris à la salle de sport et que je n'y vais pas après. Je me donne bonne conscience, mais au-delà de la bonne conscience, il ne se passe rien. Donc, le mieux, c'est que vous vous y mettiez pendant que vous êtes chaud bouillant. Donc, dès le matin, vous organisez un peu tout ça. La semaine prochaine, vous prenez le petit diagnostic, vous le faites. Vous prenez la petite fiche qui va derrière pour savoir comment faire. Si vous êtes coincé, vous envoyez un petit mail à Aurore ou un mail à moi et vous vous y mettez avant de partir en vacances. Comme ça, vous êtes débarrassé, vous partez l'esprit libre et vous savez que quand vous rentrerez de vacances, vous aurez une saison bien plus agréable. Et comme ça, l'été est dédié à siroter les mojitos sur la plage, ce qui est aussi assez sympa quand même. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour tout et puis bonnes vacances et puis à très bientôt. À très bientôt, merci à tous et bonnes vacances. Au revoir. Au revoir.